Adrienne affirme avoir pris pour fil conducteur la théologie mariale dans les sermons. En fait, je m'intéresse particulièrement à ces sermons, qui est en quelque sorte ma base de lancement, mais on peut trouver des traces de théologie mariale dans des Ailleurs. ouvrages qui normalement traitent, je ne sais pas moi, des verrues ou de la calvitie. Voilà. C'est là la chose la plus inattendue. Et pourquoi on convoque la Sainte Vierge pour des verrues ou de la calvitie? Expliquez-moi. C'était un raccourci Oui, je un peu sais. rapide. En fait, donc Juan Ril, comme j'ai pu le dire auparavant, a beaucoup écrit, notamment sur la médecine. Et beaucoup d'images à l'époque peuvent être invoquées pour désigner la Vierge Marie. Par exemple, elle est une sorte d'avocat. Donc on va, dans des ouvrages juridiques, on va la retrouver, puisqu'elle est en quelque sorte C'est l'avocate. elle qui intercède. Voilà. Mais c'est une notion, la médiation de la Vierge Marie est une notion qui flotte encore à l'époque, qui est affixée. De la même manière, le Christ peut être comparé à un médecin, mais également la Vierge Marie. Et donc on peut trouver des espèces de parallèles où voilà, où elle est une sorte de médicament de manière très précise. On peut avoir quasiment comme une sorte de recette médicale, mais l'ingrédient principal serait la Vierge Marie en quelque sorte. Voilà. Et il faut l'invoquer donc quand Alors voilà, on est l'invoquer malade quand ou... on est malade, quand on est quand on est naufragé, quand on va perdre son fils, enfin voilà, toutes sortes de choses. Mais disons que la manière dont je m'intéressais donc à la Vierge Marie, on peut croire, comme d'habitude pour les chercheurs, qu'on s'intéresse vraiment à, je sais pas, euh, comment dire, Les Chevaliers Paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, qui est l'évocation d'un film français assez connu pour se moquer des thésards. Voilà. Effectivement, cela peut paraître extrêmement précis. Alors, comme d'habitude, on va vous répondre, chacun dans son cas, non, c'est extrêmement large. Et dans ce cas particulier, il y a deux choses. La première, c'est que ce thème marial va effectivement se retrouver dans énormément d'œuvres de Juan Gil, qui est ce qu'on appelle un encyclopédiste. Le dernier, probablement un des derniers les plus importants du Moyen Âge. Qu'est-ce qu'un encyclopédiste? C'est quelqu'un qui essaie comment dire, de résumer tout le savoir qu'il a, de synthétiser tout. synthétiser tout le savoir qu'il a. On a du mal à s'imaginer ce que c'est, puisque maintenant on a Internet, des bibliothèques à portée de main. À l'époque, souvent cela pouvait se transmettre sur des peaux de veau, par exemple. Ça coûte extrêmement cher. Il fallait pouvoir les réunir dans toute l'Europe. Donc c'était extrêmement compliqué. Donc c'était une œuvre gigantesque. Disons, le fil rouge de la Vierge Marie est un thème qu'on retrouve à peu près dans tous les domaines, en fait, que ce soit la liturgie ou les sermons, ce qui n'est pas tellement inattendu, mais dans des ouvrages beaucoup plus divers comme l'histoire, etc. Le thème marial, les thèmes, c'est quelque chose qui a accompagné l'histoire d'Espagne, non? Oui, ça y est, donc ça me C'est revient. bien l'Espagne, c'est bien sous l'impulsion de l'Espagne que finalement ce culte à la Vierge Marie est reconnu, s'impose, etc. Alors, Du moins, une des églises qui ont le plus défendu cela. voilà. Sinon, On effectivement, va, il y aurait un on grand va, hispanocentrisme. on va relativiser. Disons que c'est aussi la raison pour laquelle je m'intéresse à un auteur ibérique et à ce thème spécifique, puisque, oui, le thème marial est encore extrêmement fécond, même en Espagne actuellement. Un Ildefonse de Tolède, donc la période visigothique au 7e siècle, va composer voilà, un des premiers écrits, en tout cas dans la péninsule, sur la Vierge Marie. Bon, il y a des conciles orientaux qui en parlaient évidemment bien auparavant. Mais on peut le voir dans la suite des siècles, il y a toutes sortes de bagarres, même au niveau politique, entre des bourgeois d'une ville et un ordre comme les dominicains, donc des autodafés, l'Inquisition va s'en mêler, etc. La manière dont on va représenter, alors par exemple l'Immaculée Conception avec l'école de Pacheco à Séville, au XVIIe, etc. Ça a toujours été extrêmement mouvementé. Un roi comme Alphonse X va proclamer sa dévotion dans des centaines et des centaines de récits de miracles, de louanges de la Vierge, dans ses cantigas. Ce n'est pas anodin. Ça n'était pas une récréation pour un roi extrêmement occupé. C'était une manière
de se prononcer par rapport à l'Église, par rapport à un autre souverain, par rapport à une école de pensée, etc. Un ordre comme les dominicains va se mettre sous la protection de la Vierge Marie. De la même manière, le Carmel ensuite, les franciscains de la même manière. Voilà. Et donc, les franciscains comme les dominicains, à la fin du XIIIe siècle, vont énormément se bagarrer, et dans la suite des siècles, au moment des querelles dites scolastiques. Donc, par exemple, le thème de l'Immaculée Conception, savoir si le Christ est né d'une vierge immaculée, si cette vierge est devenue immaculée au moment de sa naissance, avant d'être conçue. On peut croire que c'est des débats complètement Mais ce sont des obsolètes. débats qui continuent à avoir cours. Voilà, il y a effectivement toutes sortes de débats qui continuent et quelquefois c'est de manière extrêmement fine et subtile et la médecine vient s'en mêler parce qu'on va voir comment le type de reproduction, les parents de la Vierge, etc. Euh, donc oui, exactement, ça, c'est un thème qui est extrêmement prégnant. Alors également, il s'agit quand même de la mère du Christ, le Christ étant donc le Fils de Dieu, ce qui est vraiment la spécificité de la religion chrétienne. Donc effectivement, là, en fait, on est là dans le cœur de la religion et à une époque où on va parler de la femme d'une manière extrêmement à la fois courtoise dans la littérature profane, et également très tendre. Pour parler de la mère du Christ, on ne va pas parler d'un Dieu vengeur, on va parler d'une mère, on va parler d'une femme, on va s'adresser à elle avec des paroles dont- pour lesquelles on s'adresserait à une jolie femme, par exemple. Donc on va décliner tout un tas de qualités physiques également, voilà. Employer énormément de métaphores plus ou moins nouvelles. Donc c'est aussi pour cela que je m'intéressais à ce thème-là, c'est qu'en fait ça joint le monde courtois, le monde de la cour, le monde profane et le monde religieux qu'on pourrait croire désincarné, alors qu'au contraire on est au cœur de l'incarnation. Également, pourquoi ce thème m'intéressait, parce que je suis aussi en train de travailler là-dessus, il y a un lien étroit qui peut se faire avec les programmes de construction iconographique, c'est-à-dire les portiques des cathédrales, la statuaire, les enluminures, les fresques, etc. Comment la représente-t-on? Comment représente-t-on la mère de Dieu? Voilà. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui fleurit dans la péninsule ibérique particulièrement, mais dans l'Europe, disons, du temps aussi. La théologie mariale est aussi enjeu politique. On a du mal à se replacer dans le contexte de l'époque. On est dans ce qu'on pourrait appeler une économie du salut, une économie de la salvation. Et il est très intéressant de voir comment se fondent les monastères à l'époque. Ce sont souvent donc de différents ordres, des monastères qui ont besoin donc évidemment de survivre de manière économique pour pouvoir elles-mêmes assister le plus grand nombre. Et les souverains, les aristocrates, etc., dotent, décident de doter tel couvent, telle église, qui est elle-même dédiée à tel saint patron. Donc l'ordre de Cluny a pu s'étendre en Espagne parce qu'elle était dédiée à Saint-Pierre, Saint-Pierre par excellence, le premier chef de l'église. Et donc les rois vont vouloir se faire enterrer, vont financer en quelque sorte ces ordres pour quel prix? Pour le salut de leur âme. Parfois, certains souverains vont même prendre l'habit, par exemple des tertiaires franciscains, pour assister à leur dernier moment, pour essayer de gagner leur ciel. Donc il y a quand même ce côté qui est à la fois personnel, mais extrêmement important. On n'est pas du tout dans une bagatelle. Donc ça, forcément, cela rejoint le côté politique, bien sûr. Et ensuite, oui, tel roi va préconiser telle doctrine qui est en train de s'élaborer pour se mettre peut-être en opposition par rapport à tel autre territoire, tel autre souverain, etc. Donc il y a effectivement un côté politique. On a souvent dit que les Cantigas de Santa Maria, qui sont très étudiés, mais ça n'est jamais fini, sont l'expression d'une dévotion purement personnelle par rapport à des ouvrages d'astrologie, des ouvrages de droit, d'histoire, qui ont vraiment une visée éminemment politique. Il est difficile de... Voilà, on pourrait peut-être avoir l'excès inverse de dire tout est politique. Il y a aussi la part de la dévotion personnelle voilà, qu'il faut prendre en compte. C'est assez difficile à dire. Et si on voulait en savoir plus sur Juan Gil de Zamora?
Il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de s'intéresser en ce moment, donc on se donne tous la main entre Salamanque, Barcelone, etc. Également en Argentine, donc pour en fait éditer les œuvres et par là donc pouvoir s'y intéresser de Vous manière vous êtes plus précise. constitué en réseau, comme on dit Voilà, on a maintenant? une petite secte de Juan Gil en quelque sorte. Si je parlais, disons que dans les années 50, un franciscain a pris la chose à bras le corps et j'ai récemment trouvé dans les greniers des franciscains de Saint-Jacques-de-Compostelle des tas de boîtes de chaussures avec toutes ces notes tapées à la machine, donc il y a encore beaucoup à faire. C'est quelque chose d'extrêmement érudit, donc je pense que la porte pour y accéder serait peut-être de commencer par les œuvres de ce fameux Alphonse X de Castille qui est extrêmement connu, qui a droit peut-être à ses écoles, à ses stations de métro, etc. Juan Gil, il faudrait attendre peut-être une sorte de fédération de ses œuvres, de ses éditions, qui se fait par l'intermédiaire de Candida Ferrero Hernández, qui est une chercheuse de Barcelone, originaire de Zamora, et qui essaie de centraliser toutes ces éditions voilà, à travers l'Espagne, la France, l'Argentine. Donc il s'agit d'attendre un peu. Les travaux de tous ces jeunes mis en réseau vont finir par sortir. El cantigas de
Confluence hispanique, un programme proposé par Imen Wenzar avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Cantigas de Santa Maria de Alfonso X Sabio, Capella Real de Catalunya.